Être freelance et emprunter pour acheter une maison ou un appart, vous savez que ça peut être galère aujourd'hui parce que la société, elle est basée sur le CDI. Du coup, je vois plein de gens qui me disent j'aimerais bien devenir freelance, mais avant, je vais d'abord emprunter pour acheter. Et pire, je vois aussi des freelances qui me disent peut-être que ça vaut le coup de repasser en CDI pour avoir un prêt. Et je trouve que c'est trop triste. Et moi, c'est vrai que j'ai fait un emprunt l'année dernière pour acheter un appartement locatif. Il y a eu 7 mois entre la visite et la signature, donc c'est hyper long. Emprunter quand on est freelance, c'est vrai, c'est difficile, c'est pas une légende. Mais pour certaines personnes, c'est un peu plus facile. Alors pour vous aider dans votre projet, pour voir comment emprunter plus facilement en étant freelance, j'ai interrogé un autre freelance qui s'appelle Johan, que vous connaissez peut-être pour sa chaîne Pour toi freelance. Et donc Johan, il a emprunté l'année dernière pour acheter un appartement et vous allez voir son histoire. Pour lui, ça a été beaucoup plus facile. Salut Johan, Salut Marion. comment ça va? Bah, écoute, très bien. Là, on vient de faire justement l'autre vidéo juste avant. Donc là, c'est bon, on est au taquet là pour parler d'investissement immobilier. Donc ouais, ça va. Ouais, alors l'autre vidéo dont Joanne parle, c'est une interview de moi sur le sujet de l'investissement immobilier que vous pouvez retrouver sur sa chaîne à lui qui s'appelle Pour toi freelance, qui est une chaîne YouTube sur laquelle il y a plein de conseils pour réussir en freelance, un peu comme sur Super Freelance, sauf que c'est Joanne qui les fait. Et donc Joanne, si tu peux nous dire quelques mots sur toi, histoire que tout le monde comprenne qui tu es, ce serait top. Ouais, c'est ça, hein. On n'est pas forcément sûr que tout le monde regarde un peu tout le monde. Mais bah, écoute, moi, c'est Johan, tout simplement. Johan Guélé, j'ai 27 ans. Je suis web designer freelance. Donc dans ce cas-là, ça fait 4 ans que je fais cette activité. Donc bon, de fil en aiguille, j'ai fait du graphisme print, du web design. Et je me suis amusé par la suite à tout simplement créer une chaîne YouTube, puisque je me suis rendu compte qu'au bout de 2 ans d'activité, voilà, ça commençait à bien fonctionner. Et je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas créer une chaîne YouTube où je vais tout simplement donner des conseils, un peu comme toi. Je pense que ça devait être à peu près le même principe, c'est que tu t'es dit, tiens, les freelances savent pas forcément quoi faire, donc pourquoi pas créer une chaîne ou créer Ouais, du c'est ça. contenu tout simplement pour les aider. Et donc, voilà, d'un côté, j'ai mes prestations de services en tant que web designer, création de site web. Et de l'autre côté, j'ai ma chaîne YouTube, donc pour toi freelance, pour donner des conseils aux freelances et notamment aux freelances créatifs. D'accord. Et donc, toi, tu es à Strasbourg et l'année dernière, tu as décidé de faire un truc qui paraît impossible pour un freelance. Tu as acheté un appartement alors que tu n'avais pas trois bilans à montrer à un banquier. Ouais, c'est quasiment ça. En gros, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout simplement voulu acheter un appartement parce qu'à un moment donné, voilà, je voulais changer d'appartement et je me suis dit, tiens, j'ai envie d'acheter. Voilà, j'ai envie d'acheter. C'était ma résidence principale. Et en fait, à Strasbourg, j'ai commencé à rechercher et j'ai trouvé un appartement. Alors, je peux parler chiffres, hein. J'ai trouvé un appartement qui était environ à 100 000 euros. Et D'accord. donc, dans ce cas-là, je me suis dit, bah, tiens, pourquoi pas essayer? Moi, je pars du principe que tant que tu n'as pas essayé, tu peux pas jeter l'éponge. Donc, tout simplement, j'ai cherché voilà, un appartement. J'ai trouvé cet appartement à 100 000 euros et j'ai réussi à l'avoir, tout simplement. D'accord. Donc, tu as trouvé un appartement et après, tu as essayé d'avoir un financement. Tu t'es pas d'abord dit, bon, j'aimerais acheter un appart, je vais aller voir les banques pour savoir combien je peux emprunter. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais pas trop le choix puisque quand je partais de mon appart, à la base, je voulais retrouver une location derrière et je me suis dit, mais attends, n'oublie pas, Johan, tu avais un client pour lequel tu as bossé dans l'immobilier. Et du coup, moi, en fait, j'avais déjà un background à ce niveau-là. En fait, je connaissais pas mal l'immobilier grâce à ce client-là. Tout ce qui D'accord. était LMNP, SCI, etc. Tous ces trucs-là. Et en fait, je me suis dit, mais attends, en fait, acheter un appart, Et l'opportunité. finalement, bah, c'est une opportunité. Et surtout, en termes de mensualité, par exemple, si tu as un loyer à 500 euros, finalement, ça peut coûter le même prix de l'achat ou bien de la location. Et je me suis dit, si déjà, je vais dans un nouvel appartement, autant acheter tout de suite. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit, bah, pourquoi pas essayer. Je me suis même pas posé la question si c'était possible ou si c'était pas possible. Je me suis dit, tant qu'on teste pas, on peut pas le savoir. En tout cas, il faut essayer. Du coup, tu étais en freelance depuis combien de temps à ce moment-là? Alors, en fait, je triche un peu, hein, je dis depuis 4 ans. En fait, ça fait depuis 4 ans que je suis immatriculé. Mais au moment où j'ai acheté mon appartement, eh bien, ça faisait uniquement depuis 2 ans et demi que j'avais un chiffre d'affaires. Parce que là, forcément, ça date déjà il y a plus de 6 mois. Ça fait 9 mois maintenant. Donc maintenant, ça fait effectivement plus de 3 ans que j'ai du chiffre d'affaires. Mais avant, ça faisait 2 ans et demi. D'accord. Donc finalement, j'ai dû réussir à convaincre la banque avec 2 ans et demi de bilan, alors qu'à la base, c'est minimum 3 ans. On dit beaucoup 3 ans, et puis je crois que tu es en micro-entreprise, donc en micro-entreprise, officiellement, tu n'as pas vraiment de bilan. Ben, en soi, tu peux avoir un bilan, par exemple, avec des outils de facturation pour freelance, tu peux tout simplement sortir des bilans.
sur les différentes années, mais c'est pareil. Moi, mon bilan, voilà, la banque, il faut qu'elle me fasse un peu confiance, puisque à part ce que je déclare tous les mois ou tous les trimestres à l'auto-entrepreneur ou à l'URSSAF, ils ne peuvent pas vraiment avoir de bilan réel. Moi, je pourrais très bien trafiquer, voilà. Mais non. C'est quoi les documents qui t'ont demandé la banque? Parce que bon, bulletin de salaire, t'en avais pas, bilan, t'en avais pas. Qu'est-ce qui a pu fonctionner comme papier? Alors déjà, il y avait la banque pour laquelle ça n'a pas fonctionné, donc ma banque perso. Je suis allé chez elle, j'ai demandé, voilà, est-ce que je peux acheter? Et eux, ils m'ont demandé quelques petits documents par-ci par-là, sauf qu'eux-mêmes n'étaient pas au courant de comment ça fonctionnait avec un freelance. Et donc, je ne sais plus exactement ce que j'ai donné. Je crois que j'ai donné tout simplement le bilan des 3 dernières années, sachant que moi, j'avais que 2 ans et demi. Donc, avec ça, je me suis dit, tu sais quoi, je vais essayer d'aller plus loin. Je ne vais pas uniquement donner le passé, je vais aussi donner le présent et le futur. Des projections. Ouais. Exactement. Ça veut dire qu'en fait, j'ai également donné tous les devis qui étaient déjà signés pour les mois à venir et également tous les devis futurs ou bien les clients réguliers pour leur montrer, regardez, j'ai ce client régulier depuis 2 ans. J'ai environ, par exemple, 400, 500, 600 euros par mois de 2, 3 clients. Et donc, dans ce cas-là, au fur et à mesure, tu comprends que il va avoir minimum 1200, 1800, 2000 euros de chiffre d'affaires automatique tous les mois, par exemple. D'accord. Donc, Okay. j'ai donné ce bilan-là. Et je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Je crois que c'était essentiellement des bilans et après c'était des attestations. Le bilan, c'est quoi? C'est ton registre dépenses et recettes ou c'est… Alors les recettes, il n'y a pas besoin en micro-entreprise. Enfin, les dépenses, il n'y a pas besoin en micro-entreprise, mais uniquement les recettes. Ça veut dire ce que je faisais, c'est que je prenais toutes mes captures d'écran de l'URSSAF, donc les captures d'écran de voilà tous les trimestres quand je paye tout simplement mes cotisations, mes déclarations. Et en plus de ça, je donnais les factures. C'est-à-dire toutes les factures que j'avais créées, que ce soit moi-même à la main avec mon Excel ou bien avec mon outil de facturation, j'ai tout donné. Ok. Bon, du coup, tu as réussi à faire un dossier assez complet pour bien montrer ta situation et montrer que ton activité, elle était pérenne, quoi. Écoute, ouais, j'ai réussi à montrer un dossier qui montrait que c'était pérenne, mais c'est pas pour autant que ça s'est bien passé. D'accord. Mais qu'est-ce qui s'est passé du coup? Tu as des banques qui t'ont dit non? Mais en fait, j'ai demandé ma première banque à moi, ma banque personnelle, et vu qu'ils n'étaient pas forcément très calés là-dessus, eh bien, finalement, ils m'ont proposé un taux qui était relativement élevé, une échéance sur 20 ans et tout ça. Ça avait l'air intéressant sur le papier, sauf qu'à la fin, ils m'ont demandé des garants, en sachant que toutes les personnes qui font l'investissement immobilier, vous savez que les garants, ça ne sert à rien quand on fait de l'achat. La location, oui, mais de l'achat, ça ne sert à rien, puisque de toute façon, toi, tu dois payer. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui est censé payer à ta place pour de l'achat. Donc dans ce cas-là, en fait, c'était un peu une décision ridicule puisque j'allais en fait enchaîner tout simplement, j'allais enchaîner quelqu'un d'autre. Par exemple, moi, je voulais demander à ma sœur et je me suis dit, ma sœur, elle veut faire de l'investissement immobilier, c'est mort si jamais je lui demandais de Le fait garant. que ta sœur devienne ton garant, ça aurait entamé ses capacités d'investissement et d'endettement. Exactement. D'accord, ok. Et en fait, c'est comme si le taux d'endettement, eh bien, ça avait été elle qui l'avait, même si c'était moi qui payais. D'accord, ok. Bon, donc c'est pas intéressant. Là, c'est pas intéressant du tout. Du coup, t'as Mais pas, par contre, t'as pas emprunté auprès de cette banque-là. je voulais à la base, et ils pensaient que ça allait être le cas, quand 3 mois plus tard, j'aurais montré un autre dossier et qu'en fait, je quittais leur banque pour aller chez la nouvelle. Mais du coup, ce que j'ai fait, c'est ce que j'ai d'ailleurs fait trop tard. J'ai fait appel à une courtière, tout simplement, courtière de prêts immobiliers. Et son objectif, c'est de chasser les prêts immobiliers. C'est de contacter des banques et de voir si ma situation pouvait être intéressante pour que la banque puisse me donner de l'argent, tout simplement, pour que je puisse emprunter. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé à cette courtière, elle a fait ses recherches, elle a demandé à 50 banques différentes. C'est-à-dire qu'elle, c'était directement du mastodonte, c'est les 50. Elle pouvait pas. Ah ouais, c'était 50 tout de suite. J'avais la liste et tout. Parce que, par exemple, rien que, je sais pas moi, tu prends Crédit Mutuel, Société Générale, etc. Tu as une dizaine de banques, une par région. Et du coup, elle demande toutes les régions en France. Oui, d'accord. Ils ne fonctionnent pas tous de la même façon. Exactement. C'est-à-dire qu'une banque n'est pas égale à une banque. En fait, tu peux avoir 10 fois la même banque, mais de plusieurs secteurs. Et donc, dans ce cas-là, elle ne pouvait pas redemander ma propre banque, puisqu'au moment où c'est toi ou un courtier qui donne ton projet à la banque, eh bien, c'est validé. C'est que si, par exemple, je choisis le prêt, eh bien, ce n'est pas ma courtière qui aurait reçu de l'argent, c'est moi en tant que personnel. Du coup, ça veut dire que si toi, en tant que freelance, tu as envie d'investir et que tu fais appel à une banque, cette banque-là, elle va être verrouillée. Le courtier ne pourra plus y avoir accès et demander justement des ristournes ou faire des stratégies. Voilà. Il y aurait des frais un peu plus bas, des taux plus intéressants. Le courtier, lui, il arrive à négocier, pas toi.
en tant que freelance. Ok. Donc, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu tout simplement ces 50 banques, voilà, tu en as eu 3-4 qui étaient favorables. Mais favorables, attention, ça ne veut pas dire que c'est bon. À partir de là, il fallait choisir l'une, tout simplement parmi les 3-4. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y en a une qui avait accepté. OK. Et du coup, je devais attendre tout simplement sa validation professionnelle. Voilà, il fallait qu'il y ait une signature d'un conseiller particulier. Sauf que cette signature, je ne l'ai pas eue. Donc, ça a été refusé. D'accord. Parce que, cas particulier supplémentaire, j'ai fait la grande erreur de commencer l'achat tout simplement de mon appartement en été. Ah, ouais. En été, avec un délai d'achat avec le notaire de 2 mois et demi. Ok. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, c'est simple. En été, les gens ne bossent pas. Donc, c'est-à-dire que tout est rallongé x2, x3, x4. Et deuxièmement, normalement, un temps standard, c'est 3 mois, voire 6 mois si c'est pendant l'été. Moi, je ne le savais pas. J'ai demandé 2 mois et demi. Donc, ça veut dire qu'il fallait faire en 2 mois et demi ce que tu es censé faire en minimum 6 mois en été. Autant dire que j'étais très mal barré en tant que freelance. Mais tu y es arrivé quand même. J'y suis arrivé quand même parce que ma courtière, c'était une super héroïne. Voilà, tu vois, tu as les super freelances d'un côté et tu as super courtière de l'autre. Et tout simplement, on a eu le refus de la banque. Et 2 jours plus tard, je devais finaliser le prêt. Et finalement, elle a dit, écoute, et j'ai une amie qui est dans une banque. Je la connais, elle gère les pros. Elle a réussi à faire en 2 jours le travail de 2 mois et demi. Donc, on est d'accord que ce qui change, ce qui va donner des chances à ton projet, c'est qui est en face de toi. Franchement, d'un côté, tu as ton sérieux du projet au niveau des chiffres et tout ça. C'est-à-dire si tu fais un bon bilan, si tu présentes ce que tu veux faire, enfin ce que tu as déjà dans le passé, ton bilan financier et ce que tu veux faire dans le futur, et on va dire si tu arrives à sécuriser tout ça par rapport à la banque, c'est une chose. Mais à côté de ça aussi, ça dépend de la personne en face, clairement. Ouais. Ouais, c'est ce que j'ai constaté aussi. Et du coup, tu as l'impression que dans ta situation, ton indépendance, le fait que tu sois freelance, ça a été un problème? Tu penses que si tu avais été salarié, ça aurait été plus rapide ou que tu aurais eu un taux plus intéressant? En fait, en soi, vu que j'ai relativement bien blindé on va dire, l'ensemble du dossier, je l'ai pas ressenti tant que ça parce que j'ai vraiment essayé de rassurer au maximum la banque et je sentais qu'ils étaient sensibles à ça. Après, clairement, c'est pas du tout la même chose. Salariés, ils vont dire, OK, est-ce que tu as un CDI? Ça fait depuis combien de temps que tu bosses? OK, c'est bon, on te prend. Moi, c'est freelance. Ils savent même pas ce que ça veut dire. Parce que le souci, c'est que c'est essentiellement des banques traditionnelles qui vont te filer des emprunts. Tu as des banques en ligne et tout ça, peut-être que toi, tu vas en parler. Il peut exister des solutions, mais c'est assez rare. Et du coup, c'est essentiellement des banques classiques qui vont te donner des prêts. Et ces banques classiques-là, elles sont pas au courant des entrepreneurs, des freelances, des micro-entrepreneurs. Et donc, dès que tu leur disais ça, ils sont là. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Ouh là là, on ne sait pas ce que c'est. Soit on vous donne pas, soit on vous donne des taux énormes. Comme ça, on est sûr que voilà, vous serez prêt à payer. Donc oui, effectivement, ça jouait clairement Du coup, d'être freelance. si un conseil que tu peux donner à des freelances, ce serait quoi? De créer un dossier hyper complet avec un récap de tout ce qu'ils ont déclaré comme chiffre d'affaires, les devis qui sont en cours, tout ça. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus qui peut aider et mettre un petit coup de pouce à ce projet-là? Alors moi, si je vais donner quelques conseils, c'est de 1, faire appel à un courtier. Ouais. Tout début du projet, avant même que tu aies envie de demander une banque, courtier en tout premier. Le courtier va te coûter genre 1000 balles, mais ces 1000 euros, il les rentabilise avec les taux qu'il va réussir à retrouver. Ouais, du En coup, fait, le les 1000 prêt euros, va sûrement coûter moins cher, donc ça, l'un dans l'autre, ça revient au même, quoi. bah, c'est ça. Par exemple, moi, sur mon bien à 100 000 euros, la courtière m'a coûté 1000 euros, alors qu'à la base, elle m'en a fait gagner entre 3 et 5 000. Ouais, donc ça vaut le coup. Ah bah clairement, c'est comme un freelance en fait. Si tu arrives à faire comprendre à ton client que il arrivera à gagner plus grâce à toi, même si toi tu coûtes un certain prix, je vois pas pourquoi il refuserait. Ouais, ok. Donc de un, le courtier. De deux, essaye d'avoir un apport personnel. L'apport personnel, c'est une belle sécurité. Si tu arrives à avoir 5 000 euros, 10 000 euros, 15 000 euros, voire 20 000 euros si vraiment tu as réussi à mettre beaucoup de côté, essaye d'avoir un apport personnel le plus haut possible. Comme ça te laisse de la marge. Déjà de un, la banque va potentiellement demander 10 000 euros pour les frais de notaire. Et deuxièmement, eh bien, ça va te permettre aussi, toi, quand tu vas acheter et du coup tu vas perdre ces 10 000 ou 15 000 euros, Ouais. eh bien, que tu puisses aussi garder encore de l'argent de côté.
parce que c'est pareil. Moi, je dis toujours, je préfère quand un freelance a au moins, par exemple, 2, 3, 4, voire 5 000 € de côté en permanence si jamais un jour il y a un problème. Oui, oui, il faut toujours avoir au moins 2-3 mois de salaire. Là, en fait, on est C'est en train ça. d'enregistrer cette interview qu'on diffusera plus tard, mais on est en plein confinement lié au coronavirus. Moi, je Mhm. reçois plein de messages hein, de freelance qui sont complètement paniqués parce qu'ils n'ont pas de trésorerie sur le compte de leur activité et ils n'ont pas de sous de côté en perso. Donc là, en ce moment, on n'a pas de filet de sécurité dans cette situation. Moi, je dis toujours, un indépendant, il est responsable de sa protection sociale, de sa sécurité. Tu dois absolument mettre de l'argent de côté quand tu es à ton compte. Limite, tu dois en avoir avant de commencer. C'est impossible de faire sans. Et du coup, quand on n'en a pas, on voit également que c'est un frein supplémentaire pour pouvoir emprunter. Donc, c'est trop grave de ne pas avoir d'argent de côté en freelance. Pour moi, c'est pas possible de faire autrement. En fait, je parle juste du principe qu'un salarié, lui, l'argent qu'il a tous les mois, c'est de l'argent voilà, qui a été guidé. C'est-à-dire qu'il a un salaire net, et ce salaire net va lui servir juste à acheter ce dont il a besoin, puisqu'il a des couvertures maladie, il a des mutuelles, Ouais. etc. Un freelance, lui, c'est juste qu'il a un peu plus d'argent, mais cet argent-là, il doit réussir à bien le répartir comme il veut sur des mutuelles, des assurances, ce genre de choses. Ouais. En fait, tu dois être un peu plus conscient de ton propre argent pour le placer là où il faut. Et donc, dans ce cas-là, bah, il faut aussi économiser. D'ailleurs, ça me fait rire parce que Marion, tu le sais peut-être pas, mais ce matin, tu as sorti un article sur Freebie sur justement comment gérer son argent. Donc, ça tombait genre pile Ouais, au bah, bon moment. comment parler d'argent avec les clients et les prospects, ouais, effectivement. Mais Donc, c'est vrai non, c'est sympa. voilà, on fait cette vidéo aujourd'hui sur un sujet qui est souvent tabou en France, mais la conclusion, c'est ça, quoi. C'est ayez de l'argent de côté. C'est indispensable pour tous les moments de votre vie de freelance. Ah, je trouve ça indispensable et c'est pour ça que le troisième, c'est apporter de l'assurance à la banque. Ouais. C'est comme un prospect, hein. Il faut apporter de l'assurance. Grâce à toi, il va se passer ça. Ben, à la banque, c'est pareil. Tu lui donnes un dossier fourni. Moi, je me suis même amusé à mettre l'ensemble de mon bilan sur les 3 ans. J'ai tout simplement dit, OK, ce client, ce client, ce client, c'est du régulier. Du coup, je gagne tant et tant tous les mois automatiquement. Voilà, je donnais même des projections futures pour que la banque puisse comprendre, OK, son activité, elle ne va pas s'arrêter dans 3 mois. Parce que la personne, elle va devoir payer pendant 15, 20, 25 ans. C'est ça. Bon, bah, merci beaucoup, Joanne. Ben, Si écoute, je t'en jamais prie. vous êtes locataire de votre appartement ou de votre maison et que ça vous intéresse d'acheter, bah, écoutez bien tout ce qu'il vient de vous dire parce que c'est des super conseils et c'est une grande sécurité aussi d'être propriétaire de sa résidence principale parce que euh, on sait qu'on n'aura pas une bonne retraite. Si au moins à ce moment-là, vous n'avez plus de loyer à payer, c'est vraiment une grosse sécurité, quoi. Ah, surtout que finalement, payer un loyer ou acheter, si tu as la possibilité d'acheter, eh bien, tu vas payer pareil. Ouais. Avec 20 ans ou 25 ans Non, d'échéance, ça sera tu vas plus payer élevé, quasiment mais pareil. c'est quand même important de le faire. C'est ça. Bon, bah merci beaucoup, Joanne. Ben, Euh, écoute, je t'en prie, Marion. N'hésitez pas à aller regarder la chaîne YouTube de Joanne, donc pour toi freelance, avec plein de conseils sur vos finances de freelance, sur comment travailler avec vos prospects. C'est une mine d'informations. Ben, écoute, merci à toi, Marion. Et puis, tout simplement, au revoir à toute la communauté des super freelances. J'espère que cette vidéo va vous aider à avoir votre crédit. Pensez bien à vous abonner à la chaîne pour voir la prochaine vidéo dès qu'elle sort. À bientôt!